Christelle, Yes, oui. c'est vrai, c'était très festif. C'était bien, c'était festif. Ceux qui vont venir aussi aiment la fête. Moi, je sais pas, j'adore les enfants autistes parce qu'ils ont une capacité comme ça à faire la fête. Joyeux, voilà. Très joyeux, enfin, on n'imagine pas. Ils sont adorables. Et c'est avec beaucoup de plaisir, André. Il y a une fondation. Exactement. Une association. Voilà. Association. Nous recevons donc pour vous la vice-présidente de l'association Parents au cœur bleu. Et comme par hasard aujourd'hui, le plateau est bleu. Ouais. Je pense que c'était un hommage prémédité pour vous, n'est-ce pas? Alors avec vous, nous allons parler de la prise en charge des autorités pour les enfants en situation d'autisme. La prise en charge en ce moment, nous sommes... Ça va, vous voulez boire quelque chose de chaud pour la gorge? C'est bon? Bon, la gorge est toujours comme ça. D'accord. C'est une voie dévarurienne. Voilà. En ce moment, le ministère de la Santé essaie de... Ils sont en réflexion, il y a un projet qui est né pour que l'enfant soit, comment dirais-je, pour qu'on puisse déjà déceler très tôt les signes de l'autisme dans les points de santé. C'est ça. Dans les centres de santé. Voilà. Et ça, c'est ce qui manquait. Donc, bon, oui. Parce que ce n'était pas vraiment précoce au début, c'était difficile de savoir. Et puis, bon, le parent ne savait pas où aller, tout ça. Vous pensez que notre système est en train vraiment d'évoluer par rapport à ça et qu'il y a beaucoup de progrès? Beaucoup de progrès. On a même participé à certains ateliers de réflexion, tout et tout, avec le ministère de la Santé. Herman? Parents au cœur bleu. J'imagine que ce sont les expériences partagées entre parents de ces enfants-là. Comment est-ce que vivent ces parents-là avec la prise en charge de leurs enfants, leur expérience avec leurs enfants autistes? Chacun a son expérience personnelle, mais le parent, comme j'ai dit, le parent se cherche toujours. Le parent se cherche toujours, mais avec l'association, on arrive à avoir une prise en charge psychologique de tous les parents, se met ensemble, on se partage un peu les expériences, on se partage les professionnels, les tuyaux, et on sait comment se guider. Vous, par exemple, avec votre enfant, comment est-ce que vous vivez au quotidien avec lui? Votre expérience, je voudrais avoir un peu de témoignage sur ça. D'accord. Si ça, ce n'est pas indiscret. Bon, ce n'est pas indiscret. Avec mon enfant aujourd'hui, grâce à l'association Parents au cœur bleu, j'ai pu scolariser mon enfant, ce qui était difficile parce que on ne l'acceptait pas. Dans les écoles? Dans les écoles, voilà, dans les systèmes classiques. C'était compliqué de l'accepter, mais c'est compréhensif parce qu'il ne savait pas ce que c'était l'autisme, comment s'occuper d'un enfant autiste, tout et tout. Donc l'association Parents au cœur bleu, notre association, dans un premier temps, nous avons essayé de sensibiliser, sensibiliser le corps enseignant. Nous sommes partis d'école en école pour sensibiliser vraiment les enseignants pour leur parler de l'autisme, pour les emmener à accepter les enfants autistes et puis aussi pour lever les tabous. Parce que certains parents avaient des enfants autistes, mais qui les cachaient un peu. Il y avait honte. Voilà, un peu honte. Ou d'autres, pas seulement la honte, mais ne savaient pas quoi faire, où aller. Vers qui se tourner. Voilà. C'est ça, ils étaient un peu démunis en termes d'assistance. Barry? Oui. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien au niveau de votre association pour la prise en charge des enfants autistes? Les difficultés au quotidien. Les difficultés sont en train d'être levées, mais je vais les citer quand même. C'était le coût de la prise en charge. Parce que la prise en charge de l'enfant autiste, c'était dans le domaine privé, dans la santé privée. Donc aujourd'hui, comme on appelle ça, le ministère de la Santé met tout en œuvre pour que la prise en charge de l'enfant autiste soit du domaine de la santé publique. Pour que ça soit moins coûteux, ou voire pas coûteux même pour... J'ai vu, vous êtes soutenu par le professeur Kwa, du Programme national de santé mentale. Je vois que l'administration essaie de s'impliquer. Daouda? Moi, en fait, aujourd'hui, il parlait de l'expérience, mais aujourd'hui, le fait que le corps enseignant ait été sensibilisé, est-ce qu'il y a eu une nette évolution ou bien c'est dans quelques écoles seulement que cela se passe? Parce que je sais que les enfants autistes, il y en a sur toute l'étendue du territoire national. Donc, quel sera votre programme pour tout? Bon, il y a une nette évolution. Il y a vraiment une nette évolution parce que le ministère de l'Éducation nationale aussi s'est un peu impliqué. Donc, il y a une nette évolution. C'est vrai que certains vont trouver que c'est lent ou c'est vraiment très peu. Mais sinon, pour nous, parents,
c'est une très, très grande évolution. Et est-ce que vos enfants, justement, se retrouvent dans cet environnement? Oui. Comment est-ce que les autres enfants les accueillent? Bon, quand les enfants ils connaissent déjà l'autisme, ils les accueillent bien, mais même quand ils ne connaissent pas, ils s'interrogent. Parce qu'un enfant, il est toujours dans la découverte. C'est clair. Il essaie de comprendre pourquoi lui, il est différent, pourquoi il ne parle pas, pourquoi il pose des questions, il essaie de découvrir. On va terminer avec Élisée Boulougbeu. D'accord, je vois que, déjà bravo pour tout ce que vous faites. Voilà, je vois que vous avez une activité demain. Est-ce qu'on peut savoir un peu le but de cette activité? Voilà. L'activité demain, c'est une randonnée qu'on fera à la forêt du Bonco avec nos enfants et puis avec tout le monde. On invite tout le monde à venir. C'est déjà permettre aux parents déjà de respirer et permet à la fratrie de passer un moment avec les enfants là. Et puis aussi, c'est thérapeutique pour nos enfants. Ils vont respirer de l'air pur, ils vont découvrir la végétation, ils vont faire les parents vont partager des expériences, voilà. C'est tout cela. Juste rassurer que ce n'est pas uniquement les parents enfants autistes. Hein. Non, tous les parents peuvent venir avec leurs enfants. Oui, okay. On invite tout le monde. Je vous attends, j'espère vous voir. Mais il y a une chose intéressante avant de vous laisser partir. C'est vrai, c'est parents au cœur bleu. Oui. Mais très souvent, vous dites maman. C'est quoi la place du père dans la prise en charge? Je parle pour comprendre. Non, je comprends, mais je parle parce que les parents, les papas, sont aussi vraiment très impliqués dans ce qui arrive à beaucoup de mamans. Oui, où ils sont aux abonnés absents. La plupart du temps, c'est tout ce qui touche l'enfant touche plus la mère. Oui. Parce que c'est dans la, moi je trouve, c'est dans la culture de l'Afrique. C'est une réponse un peu convenue. Est-ce que les parents sont là? Les papas sont là, pardon. Il y a certains papas qui sont là. Très bien, ce que je voulais savoir. Non, moi je ne suis pas satisfaite de la réponse. Il ne va pas laisser aller jusqu'au bout. Non, en fait, est-ce que dès qu'on découvre que l'enfant, par exemple, est autiste, de la prise en charge, de la recherche de soins, de la recherche d'accompagnement. Est-ce que le papa est là où il laisse la charge à la maman? En fait. Bon, ça dépend de certains foyers, mais sinon... Mais ce que vous avez observé, dans l'association. Comment moi? Votre observation. Dans l'association. Bon, dans l'association, j'observe beaucoup plus de mamans. Mais ça ne me choque pas, ça ne m'étonne pas parce que même quand nous, on était petits, moi, je ne suis pas autiste, mais tout ce qui touchait à ma santé, tout et tout, j'étais plus avec ma maman qu'avec mon papa. Donc, 14 octobre, du côté... Bon, ils font ce qu'ils peuvent. Les papas travaillent plus que les mamans. On me dit 14, c'est demain. C'est une bonne information. Donc demain, nous vous attendons tous. Demain à la forêt du Bonco, à partir de 8 h. Le parc national du Bonco, qui est un parc, comme vous le connaissez, très important pour la vie ici à Abidjan. Et donc, il faut y aller. Et il faut y aller avec nos amis de Parents au cœur bleu dans le cadre donc, de cette édition de randonnée. C'est la 3e du nom. Il faut peut-être ajouter que c'est totalement gratuit aussi. C'est totalement gratuit, voilà, c'est une balade. Surtout que pour aller à la forêt du Bonco, c'est payant à la base. Aussi, il faut demander le soutien, enfin les autorités, tous ceux-là qui peuvent aider cette association à encore mettre beaucoup de moyens pour que les enfants puissent se sentir bien. Merci. Très bien. Merci à vous, donc, Madame Kanga Sandrine, d'être passée nous voir. C'est une responsabilité sociale pour Live TV d'accompagner donc toutes les causes. Et nous serons toujours là pour donner la parole à nos compatriotes qui veulent parler d'autisme, de prise en charge, mais aussi d'autres compatriotes qui participent à la vie de la nation et notamment dans les écoles. Vous savez, la formation de base est portée par les instituteurs. Et parmi eux, il y a une association qui pense que, évidemment, le mal-être pourrait toucher beaucoup d'instituteurs de Côte d'Ivoire. Pourquoi donc? Nous avons voulu en parler ce soir, Christelle. Tout à fait. Nous recevons avec beaucoup de plaisir M. Jacques Laourou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes instituteur, mais également secrétaire général national de l'Union des instituteurs pour le changement. L'Union nationale des instituteurs pour le changement. Changement, voilà. Unique. Abrégé. Et la thématique avec vous, c'est est-ce qu'il y a un mal-être chez vous? Bon, aujourd'hui, chacun va faire le bilan parce que déjà, le ministère de la fonction publique annonçait des départs. À la retraite? À la retraite. Non, pas à la retraite d'abord. Départ de quoi? Sous d'autres cieux. C'est-à-dire sous d'autres cieux? Il y a un grand nombre d'instituteurs qui cherchent à aller ailleurs. Ça c'est une autre fonction. Attendez, ça c'est intéressant. Attendez, on a parlé de mal-être. Donc il y a un vrai diagnostic du ministère de la fonction publique qui dit il y a beaucoup d'instituteurs qui veulent aller dans d'autres services de la fonction publique. Et il faut se poser les très bonnes questions. Et justement, pourquoi, monsieur?
Mais pourquoi est-ce qu'ils veulent partir? Pourtant, c'est vous qui êtes à la base de tout ce qu'on sait aujourd'hui. Vous êtes à la base de notre l'éducation de base. C'est avec vous qu'on apprend les premiers mots, les abba, machin et tout. On se souvient encore de nos instituteurs, ça veut dire qu'on a de la révérence pour eux. Oui, oui. Pourquoi ce corps de métier décide, en tout cas une bonne partie, décide d'aller voir ailleurs? Mais vous savez que pour Houphouët-Boigny, le père fondateur, c'était de mettre une structure en place, de permettre à ce que ceux qui sont à l'intérieur puissent être à leur aise. Mais à la différence d'aujourd'hui, il y a un gros malaise à l'intérieur. Parce que l'instituteur lambda, là, il touche combien? Comment il vit? Est-ce que la société arrive à le respecter? Mais aujourd'hui, vous voyez des femmes institutrices violées. Des gens entrent dans des classes, battre des enseignants. Et tout cela, nous le dénonçons au jour le jour. Nous dénonçons le simple fait, le traitement financier. Aujourd'hui, tu peux rentrer au CAFOP et ne même pas toucher la bourse jusqu'à la fin de l'année. Or, pourtant, tu dois assumer le quotidien. Attendez, allons pas à pas. Allons pas à pas. Okay. Vous avez parlé d'un point qui est très important. Vous avez fait mention de l'insécurité de votre métier vis-à-vis des femmes, certaines femmes qui sont violées. On peut en savoir davantage, s'il vous plaît. Mais il y a des femmes aujourd'hui qui portent le VIH. Et tous les jours, nous réglons ce cas-là. À la suite d'agressions dans la classe? À la suite d'agressions des personnes qui rentrent dans les classes? Même pas dans les classes, dans leur maison, puisqu'elles sont dans les hameaux. Vous imaginez pas. Logées par l'État, normalement. Bon, ça, c'est une autre réalité encore. Ben, normal, je parle de ce qui est normal. Les faits disent que vous devrez être logé, n'est-ce pas? Quand vous êtes dans des villages. Bon, j'explique. Oui, à la base, au début de l'école, quand il y a une classe, il doit avoir une maison. Quand il y a 2 classes, il doit avoir 2 maisons. Donc, du coup, si l'instituteur va dans une localité ou dans un hameau où il y a une école, il devrait avoir une maison. Mais aujourd'hui, c'est une autre réalité. Très bien. Aujourd'hui, là, c'est une autre réalité. Laquelle? Il faut la décrire. Il n'y a pas de maison. On est obligé de louer ces maisons-là. On est obligé de vivre. Même dans les hameaux les plus reculés? Les hameaux, au jour d'aujourd'hui, quand vous partez, même dans les hameaux les plus reculés, on vous demande de payer une contribution pour séjourner dans ces maisons-là. Et souvent, il y a des villages qui offrent des maisons gratuitement. Et c'est pour cela que quand vous avez reçu le groupe Magisystème, moi j'étais heureux. Pourquoi? Parce que c'est un groupe qui prend son temps pour construire des écoles à l'État de Côte d'Ivoire et ça nous permet de travailler à l'aise. C'est ça. Voici des réalités et il faut le dire. Très bien. Herman, vous avez souligné un aspect tout à l'heure, les étudiants de CAFOP qui ne toucheraient pas leur prime jusqu'à ce qu'ils sortent de CAFOP. Est-ce que cette prime-là, elle existe ou elle n'existe pas, ou bien qu'elle existe qu'on ne vous le... En griffe, les Ivoiriens appellent ça le quadjo. On appelle ça la bourse. La bourse est payée à la fin, ce que vous voulez dire. Oui, j'explique. D'accord. Une bourse normale est faite pour assumer la formation. Très bien. Sous d'autres cieux, comme à l'INFAS, ces étudiants-là, ils ont des cartes magnétiques. Aujourd'hui, il y a des structures de l'État comme la comptabilité publique qui offrent des services gratuits à l'État de Côte d'Ivoire, qu'on appelle Trésor Monnaie. Mais on peut se mettre en rapport avec ces structures-là, offrir des cartes à ces étudiants-là. Ça, c'est déjà vos solutions. Ça, c'est des solutions que nous proposons pour que la vie des apprenants soit encore plus facilitée. En plus de cela, les primes d'installation, mais nous, on couvre derrière à chaque fois. La prime 2022-2023 des stagiaires, pas encore payée. Nous avons fait plusieurs courriers. Mais à quel moment on va régler le problème des enseignants? En ce moment précis, l'individu lambda, là, il contracte déjà des prêts. Et quand ce dernier-là contracte des prêts, il est obligé de vivre au rabais. Est-ce que vous avez dans votre plateforme, après on va vous permettre de poser des questions, votre plateforme revendicative, qui sans doute comporte toutes ces questions, ces réalités, a été portée à la connaissance de la tutelle? Il faut dire qu'au sortir des transversales, qui étaient voulues un temps soit peu par les présidents des centrales, et que je remercie ici le président Zadi, président de la centrale Zadi Nyanya. Nous sommes membres de sa centrale, qui fait un gros boulot pour les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Nous avons posé le problème. Mais déjà au niveau transversal, il y avait des questions à juguler. Et Dieu merci, le président de la République a fait un banc pour les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Mais la situation catastrophique des enseignants est une réalité. Parce que si tu as à moins 10, quand tu as fait plus 5, tu as combien? Tu as moins 5 toujours. Tu as moins 5. Parce que vous avez vécu tout le temps sur des crédits, merci. Des dettes. Et si tu as moins 5, la seule chose qu'on peut permettre pour inviter les uns et les autres à revenir à l'enseignement, parce que d'autres sont en train de partir. Donc il faut inciter le peu qui reste
à rester là d'abord et inciter les autres à y entrer. Mais comment on fait? Il faut octroyer une prime pour inciter nos camarades à rester dans la corporation. Élisée Bolugo qui est juste à côté. D'accord. Moi, je voudrais savoir, là, on a eu le rapport des États généraux qui a été mis à disposition il y a quelques jours de cela. Déjà, ma première question, est-ce que vous avez été associé à l'élaboration? Avez-vous pris part à ces États généraux? Et si vous avez pris part à ces États généraux, quelles sont les solutions que vous avez proposées à ces États généraux-là? Ok, je tiens à vous dire encore merci, Élisée. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on aime les grandes annonces et les annonces inopinées. Okay. Nous ne sommes pas dans les annonces inopinées, nous sommes les praticiens à la matière et nous connaissons nos réalités. Élisée, si tu n'as pas décret, est-ce que tu peux écrire sur un tableau? Est-ce que vous avez été associé aux États généraux? Associé, oui, d'abord. Très bien. Mais est-ce qu'on écoute les praticiens? Est-ce qu'on écoute les praticiens? Donc, dans le rapport final, vos préoccupations, vos propositions n'ont pas été prises en compte? Nous, on avait un grand espoir dans ces États généraux-là. C'est ça. Mais aujourd'hui, nous restons sur notre fin. Pourquoi? C'est la question des Mais la question, c'est la prise en compte des réalités des enseignants de Côte d'Ivoire. On ne peut pas construire une école sans penser aux enseignants de Côte d'Ivoire. Les enseignants de Côte d'Ivoire ont une place dans cette école-là. Ouais. Et tant que nous n'aurons pas notre place, sac vide ne s'arrête pas. Moi, je n'ai jamais vu ça. Barry, un sac vide ne peut pas s'arrêter. permettons à Barry... Tout à l'heure, vous avez dénoncé des difficultés auxquelles vous êtes confrontés, particulièrement au niveau de l'intérieur du pays par rapport à l'habitat et à la sécurité. Est-ce que vous avez des données statistiques pour expliquer, par exemple, cet art que vous avez dénoncé là? Des données statistiques. Pour l'ampleur du phénomène, est-ce que vous avez des données? En fait, Barry, je peux vous dire que cette année seulement, pour cette année seulement, près de au moins 20 femmes, 20 et plus. Alors, pour une question de précision, l'année scolaire écoulée ou bien l'année qui vient de démarrer? L'année scolaire écoulée. Voilà, OK. 2022-2023. Okay. Il y a eu au moins 20 femmes institutrices donc, violées. Qui ont été violées. Et quand ça se passe comme ça, qu'est-ce que vous faites? Je veux dire, mais nous, vous dénoncez à qui? On le dénonce à la tutelle d'abord. Et la tutelle, au ministère de l'Éducation nationale. Il y a d'autres même, bon, vous savez combien de fois les femmes sont aussi de peur même de le révéler. Ouais, bien sûr. Parce que dans des villages, ces personnes sont protégées par je ne sais qui. C'est ça. Mais et quand vous faites le rapport à la tutelle, rien n'est fait? Non, au niveau de la tutelle, une ou deux fois, vraiment, il y a eu des prises en charge. Quand vous dites une ou deux fois sur 20 cas? Non, il faut vraiment que la tutelle se mette en rapport avec le ministère des Femmes. Parce qu'il ne suffit pas de prendre la personne, l'emmener à l'hôpital. Non, il y a tout un suivi psychologique. Il faut aider la personne. Et ce n'est pas fait? Non, je n'ai pas dit que ce n'est pas fait. Mais nous invitons pour que ça soit renforcé. Parce que nous avons besoin de ça. Si nous ne le faisons pas, ces dames-là vont partir. Et nous dénonçons ces pratiques-là. Très bien, Herman. Moi, je pense que c'est vraiment souvent écœurant de voir ces tableaux-là. Mais en même temps, lorsqu'on dénonce le fait que des femmes institutrices soient violées, il y a aussi des cas où des petites mineures qui sont souvent dans certaines classes sont agressées sexuellement par souvent ceux qui leur donnent ce savoir. Que faites-vous en tant que syndicat? Vous voyez, je disais tout à l'heure, les gens sont dans les grandes annonces. Si on nous avait consulté, nous, véritablement, pour un concours de CAFOP, la première session est écrite, mais la deuxième session, elle est faite comment? Il y a des psychopédagogues en Côte d'Ivoire, il y a des psychologues en Côte d'Ivoire. On peut écouter, ils peuvent déceler, parce qu'il y a des pathologies qui existent dans la discussion. On peut les déceler. Mais on te dit non, viens, il faut écrire. Et puis tu t'en vas à la maison, on le décèle ça comment? Donc la personnalité de l'individu n'est pas véritablement checkée. Il faut véritablement qu'on puisse s'asseoir véritablement sur une table et se dire les choses telles qu'elles sont. Mais tout ça, on aurait pu saisir l'occasion des États généraux. La méthodologie. Les gens sont dans des grandes annonces. Très bien. Et des annonces. Sa réponse est claire. Qui tombent dans ces annonces. Allons à la réalité. Votre réponse est claire, Daouda, qui n'a pas encore jusque-là parlé. Moi, je voulais juste revenir sur la question des logements aujourd'hui, parce que vous parlez des logements pour les enseignants qui sont à l'intérieur du pays, qui paieraient des maisons. Mais les mêmes enseignants sont aussi à Abidjan. Et ils payent des maisons. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il n'y a pas un 2 poids 2 mesures dans votre combat? Et je l'explique correctement. Tout à l'heure, je disais qu'il serait important que l'État de Côte d'Ivoire se penche véritablement sur la situation des enseignants. Je vous dis pourquoi. À supposer, vous et moi, vous travaillez à Cocody, vous êtes au classique. Au lycée classique d'Abidjan. Ouais.
vous ne pouvez pas vivre à Bobo. Vous devez vivre forcément dans les encalbudes de votre école. La maison coûte 300 000 francs. Le bon monsieur, il a combien pour aller à l'école? C'est pour cela que nous revenons vers le chef de l'État. C'est quoi la tranche des salaires, permettez, si c'est pas bon, très d'autres vont jusqu'à 500 000. Mais à Abidjan, aujourd'hui, nous tous, nous connaissons les réalités. Hein. Mais vous plaignez... Voilà pourquoi nous demandons qu'il y ait une prime d'incitation. Mais justement, vous plaignez... C'est très important. Je suis d'accord avec vous. Vous plaignez des salaires, justement. C'est la séquence Daouda. Je viens. Laissez Daouda et l'invité. Vous plaignez des salaires, justement, mais parce que les fonctionnaires même qui sont dans les bureaux, vous savez que certains n'ont pas ces salaires-là. En tant qu'agent de bureau. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend un instituteur qui est peut-être rentré avec le bac, il a pratiquement le même salaire que quelqu'un qui a un grade B3 de l'administration publique. Au moins ça, vous le savez. Allô? Non, moi je vous pose la question. Vous êtes syndicaliste, donc je veux dire, quand vous parlez de ratio et de maisons, les agents de bureau payent des maisons, mais en tant que tous les fonctionnaires aussi payent des maisons. Pourquoi est-ce que vous estimez que l'État doit vous payer la maison et pas aux autres? Je n'ai jamais estimé cela. Vous êtes en train de me prêter vos... non, je ne prête pas l'intention. Voilà ce que je veux vous dire, M. Daouda. Je vous ai expliqué la situation exécrable des enseignants de Côte d'Ivoire. Depuis la formation, les prêts que nous avons pris... Je compatis avec vous. Vous compatissez maintenant? Oui, je compatis avec vous. Pourquoi des enseignants peuvent quitter le MENA et se retrouver sous d'autres cieux? C'est parce qu'ils n'arrivent pas à construire leur vie. Quand vous dites le MENA, pour ceux qui nous regardent... Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Ils n'arrivent pas à construire leur vie. Entre griffes, on dit salaire coco taillé. Tu ne peux pas construire ta vie. Bon, si tu ne peux même pas organiser. Peut-être tous les fonctionnaires du Côte d'Ivoire n'arrivent pas. Moi, je veux revenir. Non, soyons calmes. Quand quelqu'un d'autre prend la parole, Herman, allez-y au bout. Soyons calmes. Je voudrais revenir sur un aspect que vous n'avez pas voulu aborder longuement. C'est la question même de la responsabilité de l'instituteur. Vous avez parlé du profilage de ceux qu'on recrute, tout cela. Mais en même temps, ils passent par le CAFOP et ils sont formés. Mais pourquoi est-ce que lorsqu'ils arrivent, on ne le sent pas aujourd'hui, on sent une certaine solidarité lorsque des instituteurs qui sont dans ces régions-là commettent au lieu d'en parler, vous êtes plutôt, en tant que syndicaliste, quand vous dites commettre, vous parlez de oui, il a parlé tout à l'heure des agressions sexuelles sur des institutrices. Mais il y a aussi des jeunes filles, des mineurs qui ont des grossesses précoces du fait même de l'enseignant. Très bien, on va lui permettre de répondre. Moi, je tiens à vous dire merci, parce qu'en collaboration avec le procureur de la ville de Guiglo, vous savez, moi, je suis clair. Je suis très clair dans mes trucs. Le procureur de la ville de Guiglo nous a permis de donner des cours à nos camarades instituteurs. Mais ce que nous proposons à une formation du CAFOP où il n'y a pas de module en administration sur les droits et les devoirs des fonctionnaires. Mais c'est des propositions que nous avons faites. C'est ça. Donc, on est d'accord, pour ne pas être très long, on est d'accord que vous faites des propositions pour permettre à vos membres à venir d'être aussi informés sur leurs devoirs. Sur leurs devoirs. Moi, je pense que pour améliorer votre état de... Comme vous l'avez si bien dit, vous avez certainement réfléchi. Aujourd'hui, de façon concrète, vous êtes à la télé, on suppose que les pouvoirs publics vous regardent. C'est quoi vos attentes concrètement? Aujourd'hui, les enseignants de Côte d'Ivoire ont besoin d'améliorer leur quotidien. Comment? Ils ont besoin d'être incités à rester dans la fonction d'abord. Parce que nous sommes en sous-effectif. Pour ceux qui ne le savent pas. Au niveau des instituteurs. Cette incitation, c'est quoi? Elle est financière, elle est matérielle. C'est ce qu'on veut ça. Soyez concret, en fait. Mais n'ayez pas peur les mots. Non. Elle est financière. Okay, donc allons dans le détail, excusez-moi. Vous avez parlé de 500 000 francs de salaire. Pour certains. À un certain niveau. Ceux qui démarrent ont combien comme ça? Bon, les C3, parce que nous avons deux catégories. Oui, aujourd'hui, on arrive à nous catégoriser. Pourquoi? Nous faisons le même boulot. Oui, d'accord, répondez à la question. D'autres commencent peut-être avec 160 000 jusqu'à... Parce qu'à chaque fois, avec l'ancienneté et tout le monde. Donc vous démarrez à 160 000. 160 000 pour C3. Et pour les B3, ils commencent à 240 et quelques. Donc si on vous demandait, par exemple, c'est quoi vos propositions pour améliorer les conditions de vie, parlons de salaire, vous iriez jusqu'à combien? Je vous informe pour votre gouvernement que déjà, sous d'autres cieux, les enseignants sont mieux traités. Sous d'autres cieux, c'est quels cieux? Déjà en France. Pourquoi? Parce que je viens. Monsieur Barry, je viens. Au niveau de la France,
Les enseignants sont des pierres précieuses que nous devons protéger, que l'État de Côte d'Ivoire doit protéger. Ils doivent avoir combien, mon frère? Ils doivent avoir des salaires impeccables pour leur permettre de vivre à leur aise. Mais vous ne répondez pas à ma question, soyez direct. Non, je ne peux pas vous donner un montant. Vous avez 700 000. Vous voulez 700 000? Plus que ça. 1 million? Mais si vous pensez que l'enseignant qui vous a permis de vous asseoir sur ce plateau, avoir une diction correcte, avoir une pensée correcte, doit avoir 200 000 francs, c'est à vous de juger. Donc voilà. J'ai demandé si 1 million. Non, c'est à vous de juger. Parce que quand vous portez la revendication, là où il faut fixer un baromètre. de m'intéresser à ce débat que j'ai vu entre vous et notre invité. Non, enfin, il fait ses propositions, il a le droit de vouloir un peu plus d'argent que ce qu'il a aujourd'hui. Enfin, non, en fait, on ne minimise pas le salaire, on demande oui, mais ça ressemble à ça. Enfin, on ne peut pas demander 1 million pour les instituteurs. Enfin, personne, même en France dont ils parlent, ils ne sont pas payés. Mais en tout cas, André, il faut dire qu'on a bien pris la mesure des difficultés, c'est clair. Et on espère que les pouvoirs publics vont pouvoir réagir à la hauteur de ce qu'ils peuvent pour régler la question. Surtout le problème du moins de la sécurité. On n'a pas parlé des questions de table-banc, les disponibilités. Bon, on ne pourra pas tout blaguer sur une émission qui est censée durer 20 minutes, les amis. L'actualité, comme toujours, va nous ramener toujours des sujets sur la table et on reparlera encore ici de l'éducation nationale. Nous, on vous réinvitera pour venir encore nous commenter les sujets. Même en plus, si vous voulez, puisque Herman veut parler de table-banc, Herman, vous savez, il me prend au collet, hein. Il va nous dire qu'est-ce que vous voulez qu'on dise sur les parce tables que, bon, ici, il a beaucoup plus parlé, c'est vrai, de l'accompagnement enfin, pour qu'un instituteur se sente en confort à la maison, mais et au travail, les tables, questions de tableaux, les craies, les tables bancs. Je tiens à dire merci encore à Herman. Vous savez, le président de la République a pris une décision de faire annuler les frais de COGES. Et quand il a fait annuler les frais de COGES, lui-même, il a octroyé des frais aux établissements. Mais je vous informe que ces fonds-là n'arrivent pas. Et quand ça arrive, il y a une mafia qui est organisée au pays. Il faut voir clair dans tout ce système-là. Très bien. Et les frais COGES, c'était pour l'entretien de l'école, pour avoir le matériel pour travailler. Mais il y a des écoles qui ont fonctionné sans COGES. Donc les frais sont donnés, mais ne sont pas utilisés. Pas que ce n'est pas utilisé, mais est-ce que ça arrive? Est-ce que l'administration même a donné, est-ce que l'État a doté vraiment l'école EPP Sokura 1 de machin à Boaké ou je ne sais où? Est-ce qu'ils ont vraiment reçu la dotation de l'État avant même de parler de détournement? Est-ce que vous avez cette preuve ou cette information? L'information que nous vous donnons, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, vérifiez si véritablement à Bibli ou à Satama Sokura, les cours ont effectivement commencé. D'abord par le partage des kits scolaires. Mais il faut vérifier tout cela. Vous voulez dire aussi qu'au niveau des kits, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas très clair. Donc, il faut recevoir le matériel pour pouvoir travailler. Très bien. Donc, il y a un vrai sujet qu'on doit avoir ici sur l'ensemble, justement, du fonctionnement de notre éducation nationale. Parce que, je tiens à vous rappeler, chers amis, c'est vraiment la base, justement, pour forger le citoyen. Et c'est très, très important que nos instituteurs, nos élèves soient dans de meilleures conditions pour que les citoyens de demain soient meilleurs. Nous, on voulait toujours comme ça vous dire qu'on est de tout cœur avec tous les Ivoiriens qui ont envie de faire évoluer les choses pour leur pays. Christelle? Oui, alors on va se dire merci à M. Klaourou. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes instituteur, mais également secrétaire général national de l'Union nationale des instituteurs pour le changement. Avec vous, on parlait de la thématique. Est-ce qu'il y a un mal-être chez les instituteurs de Côte d'Ivoire? Merci d'être venu. Notre émission, André, est terminée. Surtout notre semaine. Oui. Notre semaine est terminée. Il est l'heure, c'est la fin de ce temps d'antenne. Le Grand Talk vous dit bonsoir et vous retrouvera lundi. Daouda, merci. Barry, merci. Élisée, Herman. On se retrouvera tous par la grâce de Dieu, donc le lundi, pour un autre Grand Talk. Bye et restez connectés sur Live TV. Bye. Merci.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, nous ne parlerons pas de la cité de Béquet. Bouaké, c'est le renouveau, c'est la promesse du ministre Amadou Koné, et qui a fait son investiture, c'était ce week-end. Il dit que Bouaké va être complètement renouvelé avec un nouvel esprit. On lui souhaite beaucoup de chance. Ce soir, en revanche, on parlera du chiffre 7. 7, c'est le 7e Premier ministre d'Alassane Ouattara. On en parlera ce soir. Vous le savez, c'est le grand talk. Nous, on aime bien parler de tout et surtout quand c'est politique. Bonsoir Christelle. Effectivement. Bonsoir André. J'espère que tu vas bien. Le Ça week-end. va, ça va. Bon week-end. Bonsoir chez vous. J'espère que vous êtes en parfaite santé. Merci d'être avec nous. Le grand talk prend toute sa place sur l'antenne de Live TV. À tout de suite. Ils sont tous présents comme un commando. Et j'allais dire à la tête de ce commando, il y a tout ça là. Enfin, voilà, lui, tout de suite, il revient, il prend la tête de ceux qui veulent commenter l'actualité. Il prend la tête du peloton. Bonsoir Alain Bonsoir, et bienvenue. Merci. C'était bien les vacances? Ça va. Très bien. Edith, Bonsoir Christelle. comment ça va? Bonsoir André. D'attaque ce soir. Totalement. Herman Abois. Bonsoir Christelle. André, bonsoir. 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 Daouda. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Tu es superbement bien en jaune. Et je t'adore en jaune. Je rappelle que je suis Oye, vert et rouge for life. Mais tu es belle en jaune. Mais pour la... J'ai dû... On va pas exagérer. Mais pourquoi la couleur jaune te va Non, si non. bien? C'est ça le truc. Mais le rouge Alors Élisée, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir André, bonsoir ses amis. D'attaque ce soir, hein? Très bien, André. Est-ce qu'il faut vous en faire un tableau? La journée d'actualité en Côte d'Ivoire a été marquée par un discours qui a été prononcé à 11h30 par le secrétaire général de la présidence. Il a annoncé justement ce que beaucoup attendaient depuis, mais est-ce que finalement le résultat est le même pour tous? Je ne saurais vous le dire. Une chose est sûre, c'est que l'annonce a été comme une vraie déflagration. Très bien. Et justement, avant de décrypter cette annonce, avec la régie, on va revoir cette annonce-là, justement, et on va essayer de faire un bon décryptage tout à l'heure. Excellence, Monsieur Alassane Ouattara a procédé ce lundi 16 octobre 2023 à la signature d'un décret portant nomination de Monsieur Robert Mambé Begré, ancien ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement. Le président de la République demande au Premier ministre Robert Mambé Begré de lui proposer un nouveau gouvernement dans les meilleurs délais. Fait à Abidjan le lundi 16 octobre 2023. Est-ce que c'était trop fort de vous dire que c'était comme une déflagration? Alain, lui, il est quand même un peu habitué. Il a vu passer et des remaniements et des gouvernements, et à des moments où il n'était pas très loin. Tout de suite, est-ce que vous avez ressenti ça comme une information un peu choc, un peu forte, cette annonce? Écoutez, moi j'ai tout de suite pensé à une émission de télévision qui s'appelait Mon incroyable anniversaire. Moi j'aurais dit Mon incroyable Premier ministre. Ouais. Parce qu'en effet, c'est une énorme surprise. On a cité des noms au travers des médias, un certain nombre de personnalités. Et puis là, le président Ouattara a sorti de son chapeau magique une personnalité qui est certes connue des Ivoiriens, mais dont on ne pouvait pas penser un seul instant qu'elle pourrait occuper le poste de Premier ministre. Très bien. Daouda, la surprise, effet surprise également chez vous? Oui, je pense que c'est un choix qui a surpris beaucoup plus d'Ivoiriens. Ceux qui aimaient Achille Patrick ou ceux-même, tous les Ivoiriens d'ailleurs, pour aller un peu plus large, ceux qui l'admiraient. Et je pense que pour ce qu'on sait d'Achille Patrick, il avait l'amour du travail, l'amour du pays, et les gens l'aimaient pour ça, justement. Bon, après, le président a fait son choix de par lui-même. On ne sait pas pourquoi il a fait ce choix, mais il a fait son choix. Même si on sait qu'on ne connaît pas une faute lourde au Premier ministre Patrick Hachi. Pour certains ministres, on savait qu'ils avaient fait ci ou ça, mais pour lui, il n'y a pas de faute lourde. Il a été enlevé. Je pense que le choix revient au président. C'est lui seul qui peut décider de qui il met, qui il démet, quand il veut ou veut. On continue toujours de faire le tour sur comment vous avez ressenti l'annonce. Élisée. À la suite de mes prédécesseurs, je pourrais dire que c'était un peu comme une onde de choc. Tout le monde pouvait penser à tout le monde, vraiment sans penser à celui qui a été nommé. Pour la majorité des Ivoiriens,
je dirais même jusqu'à hier, si on disait que le futur Premier ministre serait le gouverneur, le ministre-gouverneur, beaucoup en tout cas auraient parié faux. Mais c'est cette information que nous avons reçue. Moi, la lecture que je fais, le président Ouattara montre là par A plus B qui demeure le maître du jeu. Il demeure le maître du jeu, comme quelqu'un me le disait, rien ne laissait présager un remaniement. On va à un conseil des ministres, il dit à tout le monde que je remanie le gouvernement, je vais reformer un nouveau gouvernement, on ne sait pas les raisons, et il suspend le gouvernement ou dissout le gouvernement, il donne du temps. Je pense que c'est l'une des premières fois où on met vraiment du temps quand on attend un gouvernement. Les supputations vont bon train, des noms sortent. Lui-même, il se permet de taquiner, selon un quotidien, selon un confrère, taquiner même les potentiels, les probables personnalités en vue, en leur disant chacun logne le fauteuil de l'autre et autres, tout ça. Et ça, il les met sur une fausse piste. Et nous tous, on passe sur cette piste-là. Et puis, comme un coup de baguette magique ce matin, on sort un nom auquel vraiment aucun Ivoirien s'y attendait. Mais je pense que là aussi, c'est une manière de dire aux yeux de la nation que le président Ouattara reste vraiment le maître du jeu. Edith, le président reste le maître du jeu, il l'a démontré. Et la question que je me pose, est-ce que le président de la République n'est pas un excellent joueur d'échecs? Parce que je pense que ce n'est pas la première fois qu'on assiste à une feinte pareille. À aucun moment, mais à aucun moment, dans toutes les spéculations qu'il y a eu sur ce plateau ou dans d'autres émissions ou ailleurs dans la ville, on aurait pensé à Begré Mambé. Donc c'est une véritable surprise. On ne s'y attendait absolument pas. Et forcément, les questions qui se posent, véritablement, qu'est-ce qui a motivé ce choix? Pourquoi lui en particulier? Parce que, pas qu'il est invisible, il est présent. C'est le gouverneur du district d'Abidjan. Il a eu des faits d'armes avec la réussite des Jeux de la francophonie. C'est également une notabilité de la chefferie à Tchan. Mais au-delà de ça, pourquoi ce choix? Justement, Herman, selon vous, pourquoi ce choix? Moi, je ne dirais même pas que c'est une surprise. Parce que si on connaît la démarche du président Ouattara, on sait qu'il ne va pas forcément dans le sens que tout le monde souhaite souvent. Et sur ce plateau, j'ai dit ici que personne n'a la prétention de savoir ce qui est dans la tête du président Ouattara. Et ça, c'est vrai que c'est peut-être le profil du Premier ministre Begré Mambé, on ne pensait pas à lui, mais c'était sûr que tous les noms qui sortaient, certainement, et il allait avoir un effet de quelqu'un à qui on ne s'attendait pas. Mais moi, je voudrais peut-être parler un peu, tout à l'heure, Daouda parlait du Premier ministre Patrick Hachi. C'est vrai qu'il n'accepte pas le même profil de Premier ministre qu'on recherche, qu'on a vu avec Patrick Hachi, mais je pense que quand même, quand on regarde son profil, il a été président de la CEI, donc d'une institution, il a été ministre-gouverneur. Je crois que vous voulez parler d'Hachi Patrick. Oui. Ouais, mais... Puisque vous êtes en train de parler, on va commencer à poser la question. Une fois qu'on a dit, on n'est pas surpris, on est surpris comme vous avez entendu. Selon vous, qu'est-ce qui fait les qualités de Begré Mambé qu'Alassane Ouattara a pu déceler et aujourd'hui qui font qu'il est... Vous répondez, après on passe à tout ça. Okay. Avant cela, je vais terminer rapidement. Il n'accepte pas le profil de Patrick Hachi, mais il a lui-même son propre profil à lui. Donc certainement qu'il va venir là imprimer sa marque. Moi, je pense qu'au niveau des qualités, il y a souvent, quand on regarde les nominations du président Ouattara, il y a cette forme de loyauté qui recherche dans les profils des gens qui coptent. Donc je pense qu'avec, quand il a vu dans la gestion de la CEI, par la suite au gouverneur, il aime les fidèles, les gens à qui il parle et qui se mettent au travail. On va revenir vers vous, vous en faites pas. Vous dites prime à la fidélité, tout ça là. Mais je pense que c'était un point important qu'a évoqué Herman, parce que déjà en 2010, on l'a vu, le nouveau Premier ministre était avec 3 autres personnalités issues du PDCI, les acteurs de l'accession au pouvoir du président Ouattara. On avait Patrick Hachi, on avait M. Akossi Benjo, et puis une 4e personnalité qui a permis cette ascension-là. On a Jeannot Ahoussou, qui a été Premier ministre. Donc, il était probable que ces 4 personnalités accèdent à cette fonction parce qu'elles sont œuvrées. Bon, ce n'est pas connu publiquement, mais je pense que le président Ouattara, autant il aime la loyauté et la fidélité, autant lui aussi il a un devoir de redevabilité à l'égard des personnalités qui l'aident dans son action politique. Alors, pour rester toujours avec vous, qu'est-ce que nous n'avons peut-être pas vu
que le président ait vu au gouverneur. Je pense que tout est question de perception, parce que même jusqu'à hier, il y avait des noms qui circulaient, et puis certaines personnalités d'un certain niveau s'amusaient à dire à leurs interlocuteurs que lorsqu'on vous dira le nom, vous serez surpris. On a beau chercher, mais on n'a jamais pensé à cette personnalité. Je pense aussi que le bilan du nouveau Premier ministre à la tête du district d'Abidjan a certainement milité en sa faveur, parce que nous n'avons pas la même perception. Nous pensons peut-être que les choses ne bougent pas, mais le président Ouattara, qui parfois, ou très souvent, fait le choix des personnes pour les positionner à des places qu'il faut, a certainement détecté en M. Mambé cette qualité, et qui ne fait pas de l'ombre aux membres du gouvernement, parce qu'on en parlera peut-être tout à l'heure des rapports de l'ancien Premier ministre Patrick Hachi avec les membres du gouvernement passé. Après c'est juste une digression. On sait que Hachi Patrick est arrivé donc à la tête de la primature suite au décès malheureux de l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko. Il n'était pas attendu certainement à ce poste, donc ça a été également peut-être dans le circuit, le processus, une surprise aussi pour le président de la République. Il a des faits d'armes. C'est un technocrate qui est dans le sérail, qui a vu les différents gouvernements, qui est passé dans les différents gouvernements et qui a montré également son expertise. Maintenant, est-ce qu'il dérangeait? Est-ce que sa qualité d'homme et le fait qu'il soit apprécié aussi peut-être, pourquoi pas, dérangeait? C'est des questions à se poser. Pourquoi vous parlez de déranger, Edith? Je veux dire, on l'entend, c'est des bruits de couloir, on l'entend, on l'a entendu à certains moments, et forcément, c'est une personnalité sympathique, de toute façon. Après, on parle d'unité du parti, on parle également de forte personnalité aussi. C'est des éléments certainement à prendre en compte. Mais pour l'instant, c'est clair qu'on ne sait véritablement pas ce qui a motivé réellement le choix du président de la République. On le verra lors du choix des futurs ministres du gouvernement. On souhaite vraiment que chacun essaie d'imaginer pourquoi Alassane Ouattara l'a fait, puisqu'il n'a pas encore dit. Vous dites quoi? Quelles sont les qualités sur lesquelles il s'appuie aujourd'hui pour nommer? Non, moi, je ne partirai pas fortement sur les qualités, parce que je pense que Eman le disait, chaque personnalité a ses qualités, a ses forces et ses faiblesses. Mais j'aimerais partir sur un point qu'Élysée a évoqué, qui est très important en fait à soulever. Parce que depuis un certain moment, les 10 ans de pouvoir d'Alassane Ouattara, certains pourraient penser qu'à force d'être autour du président, pour parler comme dans l'analogie d'un film, la proximité du pouvoir a donné l'impression à certaines personnes qu'il gérait le pouvoir avec lui, en fait. Donc, le fait de faire un choix aussi vraiment imprévisible pour tout le monde, c'est une façon de dire aux uns aux autres que c'est lui qui est le commandant en chef, c'est lui qui tient la barre, c'est lui qui est là, c'est lui qui décide quand il veut, où il veut et comment il veut le faire. Parce que chaque nom que les gens ont cité, finalement, je me dis, s'il avait choisi l'un de ces noms, est-ce que quelque part, ce n'est pas se dire que je suis en train de suivre ce qu'ils avaient prévu, je suis en train de suivre cela, en fait. Très bien. Voilà. Très bien. Élysée, on reviendra sur Herman. D'accord. Moi, en termes de qualité, je pense quand même que le nouveau Premier ministre a occupé des fonctions importantes dans ce pays. On l'a cité tout à l'heure, notamment président de la CEI, Commission électorale indépendante. Il a été ministre-gouverneur pendant de nombreuses années, jusqu'à ce qu'il soit aujourd'hui le Premier ministre. Avec ce poste-là, il a été même celui qui a organisé les Jeux de la francophonie en 2017 et on a vu un peu le rayonnement qu'a eu ces Jeux-là. Donc, quelque part, on peut se dire quand même que c'est un commis de l'État. C'est quelqu'un quand même qui a la haute connaissance en fait des prérogatives de l'État. Donc, sur cette base-là, il est tout aussi éligible pour être Premier ministre de Côte d'Ivoire. Maintenant, je pense pour ma part que ce choix a aussi un volet géostratégique. C'est-à-dire? Voilà. J'estime pour ma part que quand vous regardez un peu tous ceux qui ont été Premier ministre du président de la République, vous verrez que à un certain niveau, qu'ils sont chaque fois issus d'une certaine région de la Côte d'Ivoire. On va partir du nord, on va aller vers le Vébaoulé, on va revenir dans la zone, je dirais, un peu au sud. Et finalement, on vient dans la zone Atié. Et aujourd'hui, on est vraiment dans la périphérie d'Abidjan et ses alentours, c'est-à-dire à pays Atchan, à pays Ébrié. Quand vous regardez aussi les lieutenants qui sont avec le président Ouattara, vous voyez que pratiquement dans toutes les régions, il a des leaders qui sont comme un peu des pôles qui le représentent dans ces régions-là et qui comptent vraiment dans la région et qui portent. Aujourd'hui, il en avait besoin de quelqu'un vraiment dans cette zone-là, Abidjan, pour pouvoir porter aussi
il a eu son action et la meilleure personne pour lui, c'était... Herman, vous avez le même regard que lui, la géopolitique? Oui, Alassane Ouattara a été bien malin, hein, parce qu'il prend quelqu'un qui est de la même zone géographique que Patrick Hachi. Parce qu'il sait que Patrick Hachi quand même a réussi, avec les scores qu'on a vus aux récentes élections, a réussi à renverser, quand même confirmer sa présence, de son leadership dans la zone de Lamé. Et on sait bien qu'aujourd'hui, un Ébrié, un Actier et autres, ils sont lagunaires tous. Pour ne pas peut-être dire aux Actiers qu'on a quand même pris un de vos cousins, il y a Begré Mambé. Donc, il reste là. Les gens qui attendaient à ce que peut-être qu'ils prennent quelqu'un une personnalité du Nord sont aussi aujourd'hui dribblés parce que quoi? Ouattara n'a pas envie d'aujourd'hui de laisser... il veut montrer qu'il a une empreinte nationale. Très bien. Donc, il joue vraiment sur ces choses-là. On va revenir évidemment à vous dans un instant, mais regardons quand même les premiers mots de notre nouveau Premier ministre, Robert Begré Mambé, qui, après une rencontre avec le président de la République, s'est exprimé. Je tiens tout d'abord à rendre gloire au Seigneur qui a permis que le chef de l'État m'accorde sa confiance pour la tâche immense au poste de Premier ministre. En ce jour particulier, je me rappelle avec beaucoup d'émotion tous les sacrifices consentis par mes géniteurs. Je pense particulièrement à mon épouse Mat Mambé qui m'a précédé auprès du Seigneur. Je rends hommage à tous mes prédécesseurs à ce poste. Mes frères, Amadou Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko. Je demande à Dieu d'aider le président Alassane Ouattara à faire de la Côte d'Ivoire un pays de foi, de prospérité, de paix, où seule la fraternité et l'amitié sont le ciment qui nous unissent entre nous, Ivoiriens. Je vous remercie. Est-ce que ces mots du Premier ministre de Côte d'Ivoire tracent un peu les sillons de ce que devra être sa gouvernance? Tout ça là, avant de revenir justement, parce que vous aviez un point chaud, de revenir là-dessus, que vous inspirent ces premiers mots d'un Premier ministre? Écoutez, on en verserait presque une larme d'émotion. Non, je pense qu'il a prononcé des paroles assez fortes, parce que la foi doit guider en toute chose un acteur politique, au-delà même du commun des mortels. Il a parlé de la fraternité et de l'amitié, quelque chose qui a quasiment disparu de notre pays depuis une trentaine d'années. Nous devons coexister, cohabiter, vivre ensemble. Et je pense qu'à travers cette formule, il a résumé ces valeurs-là qui doivent être la ligne force de l'action publique. Daouda, que vous inspirent ces premiers mots? Vous voyez votre nouveau Premier ministre en train de faire ce discours-là. Qu'est-ce que vous ressentez? Je pense qu'il a parlé de foi. Je pense que la foi, c'est quelque chose qui est important. Et marqué de notre hymne national aussi, quand même. Hein. Maintenant, l'idée, j'espère en fait que cette foi-là va pouvoir l'aider à pouvoir atteindre ses objectifs, en fait, et nous permettre d'aller nous-mêmes aussi loin que lui dans cette foi-là. D'accord. En tout cas, c'est un homme très pieux. C'est un homme très croyant. On l'a senti dans son premier discours. Et ça, est-ce que c'est important pour cette nouvelle gouvernance? Oui, bon, après, je veux dire, c'est un homme de foi, c'est un prédicateur également. Au sein de l'Église méthodiste, on ne peut pas lui enlever cela. Il croit, il croit en tout cas en Dieu et il a mis ce mandat donc sous sa protection. Mais au-delà de ça, il a aussi eu une pensée aussi pour sa femme, sa défunte épouse. Et au-delà de ça, en tout cas, on le sent très ému, très touché. Et c'est évident parce que être Premier ministre de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une mince affaire. Mais ce que j'ai noté, et je vais terminer par ça, après, on ne peut pas forcément le lui reprocher, mais il n'a pas forcément eu un mot pour son prédécesseur, Hachi Patrick. C'est comme si vous tendiez la perche à Herman, justement. Pas de mots pour Patrick Hachi, mais pour deux de ses prédécesseurs disparus. Bon, ça, je pense qu'il parlait de ceux, peut-être qu'il voulait penser à ceux qui sont partis. Patrick Hachi, il est encore là, il aura le temps de l'évoquer. Mais moi, j'avoue que je n'attendais pas. C'est vrai qu'il peut y avoir de l'émotion, mais en une phrase, ça pouvait passer. Mais j'attendais que peut-être qu'il nous donne la thématique principale
de son action, de la fonction. Qu'est-ce qu'il entend faire rapidement, pour qu'on le sente techniquement. Et là, je n'ai pas vu ça dans son discours. Et vous trouvez qu'il n'a pas évoqué, on va avoir d'autres réactions tout à l'heure, pour le temps de faire le tour de table, vous trouvez que le fait de n'avoir pas évoqué des questions techniques, mais d'être resté dans quelque chose qui est de plus personnel, ça peut être problématique? Bon, moi, je ne sais pas si on a tous lu le même discours, mais dans ses propos, il a parlé de ses prédécesseurs. C'est vrai qu'il a nommément cité les défunts Amadou Gon et Ahmed Bakayoko, mais il est revenu encore pour dire qu'il rendait hommage à ses prédécesseurs. Et je pense que quand il parle de ses prédécesseurs, le Premier ministre sortant en fait partie. Voilà, donc on ne peut pas lui dire parce qu'il n'a pas dit nommément le nom, il n'a pas dit aussi nommément le nom de Duncan, ni non plus le nom de Aoussou Jano. Donc on peut convenir. On a compris votre point. Voilà, on peut convenir de ça. Maintenant, sur la question de son discours, moi je pense qu'il a déjà planté le là. Hein. À l'entendre, son action sera portée essentiellement sur la cohésion. Il va mettre l'accent sur la cohésion parce que moi, la lecture que je fais, j'ai l'impression que lui et le président Ouattara ont décidé vraiment de fermer définitivement la page de la crise ivoirienne. Amener les Ivoiriens sur un autre chemin, leur fait comprendre que la partie politicienne, là, on est en train de passer à ça. Il faut maintenant qu'on retrouve cette fraternité-là, qui, comme lui-même le dit, qui sera le ciment qui va nous unir, qui va nous permettre de lancer notre nation. Vraiment, c'est ce que je retire de ces propos. Est-ce qu'on peut confronter un peu vos avis, les amis? C'est ça qui va être très intéressant dans l'exercice. Est-ce que vous partagez à peu près la même chose? Parce que j'ai vu tout ça là, vous n'étiez pas très d'accord. Non. Alors dites-moi. Non, vous dites-nous. Bon, je pense qu'en début de mandat, il ne peut pas être un peu... Enfin, il ne peut pas aller dans le détail de son action. Demain, il aura certainement un conseil de gouvernement et puis peut-être au sortir du premier conseil des ministres, il aura l'occasion de dévoiler un peu sa vision politique. Maintenant, sur ce qu'Élysée dit, je ne pense pas qu'un Premier ministre doive placer nécessairement son mandat sous le sceau de la réconciliation. Parce qu'ici, en Côte d'Ivoire, on a vu depuis une vingtaine d'années, tout est relatif. Quand on est dans l'opposition, il n'y a pas de réconciliation. Quand on est au pouvoir, tout va bien. Donc, je pense qu'on a des enjeux éminemment plus importants, notamment des défis économiques à relever, la lutte contre la pauvreté, dans un contexte de cherté de la vie. Et le gouvernement doit apporter une réponse. Quand vous avez le carburant qui augmente, l'électricité, l'eau, et quand même une extrême paupérisation de la population, voilà des défis auxquels il faut s'attacher. Maintenant, chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne fait son travail de réconciliation, le vivre ensemble. Je pense que ce travail est déjà fait par certains acteurs politiques, mais le défi principal de ce Premier ministre qui va amener certainement le gouvernement aux élections de 2025, c'est de s'attacher aux urgences économiques. Je voulais juste préciser aussi, parce que tout à l'heure, vous donniez le chiffre de 7, mais 7 premiers ministres en 12 ans, c'est quand même une forme d'instabilité, excusez-moi. Je veux dire, mais après, il y a deux qui ne sont pas de son fait, parce qu'il y a deux qui ont disparu. Oui, bien sûr, mais je veux dire, ça montre quand même que c'est vrai, en fait, tout est dynamique, mais il eût été intéressant quand même qu'on ait de stabiliser cette position, voilà, de stabiliser le gouvernement, quitte à opérer parfois des changements techniques. Je pense qu'au-delà de ce que vous dites, en fait, c'est que c'est vrai que les premiers ministres ont pu peut-être changer. Mais quand on regarde la nomenclature du gouvernement, dans le fond, ça n'a pas vraiment changé. Or, les premiers ministres ont un rôle de coordination. Donc, même si M. Alain demain est Premier ministre, il peut coordonner tous ces ministres-là. Parce qu'en réalité, les ministres techniques font le travail de fond. C'est ce que je voulais juste dire. Alors, vous gardez la parole et justement, on va continuer à décrypter le texte de notre nouveau Premier ministre. Alain Toussaint estime qu'il aurait fallu peut-être, pourquoi pas, aborder des questions très techniques, économiques, la cherté de la vie. Pardon, Alain Toussaint a dit que c'était trop tôt. Voilà, c'était trop tôt. Quel est votre point de vue? Non, moi, mon point, j'abonde dans le même sens que Alain, parce qu'aujourd'hui, l'urgence, en fait, aujourd'hui, c'est la cherté de la vie. Ce n'est pas la réconciliation. Ce n'est pas la réconciliation, parce que, comme Alain le disait, moi, j'estime qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, entre eux, n'ont pas vraiment de problèmes. C'est les politiques qui ont des problèmes les uns avec les autres. Ils ont des problèmes d'ego. Sinon, les Ivoiriens n'ont pas de problèmes. Aujourd'hui, l'urgence, c'est comment faire pour acheter du riz, comment faire pour payer son électricité, comment faire pour payer le carburant pour aller au travail, comment revaloriser les salaires. C'est ça le plus urgent pour moi. Mais, à sa décharge, je pense qu'il vient d'être nommé. Nous-mêmes, on l'a dit dès l'entame de l'émission, nous-mêmes, on ne s'attendait pas à ça. Sûrement que lui-même, il a appris ça hier ou même ce matin. Donc, il est encore sur le coup de l'émotion. Il faut quand même pas exagérer. Non, il faut lui accorder ce bénéfice, ce doute-là aussi. Et pour aborder dans le sens, on a eu 5 dialogues politiques
qui sont censés avoir été des succès, donc sous la houlette de l'ancien Premier ministre Hachi Patrick. Parce que Élysée, quand tu le dis, en plus tu défendais beaucoup ce dialogue politique. Non, mais les 5 dialogues politiques n'ont pas eu lieu sur Patrick Hachi. Hein. Oui, non, on est d'accord. Voilà, il a fait le 5e dialogue politique. Il a fait le 5e, mais c'était quand même sous son sceau qu'il y a eu cette conclusion heureuse. On a eu cette photo avec l'ensemble des acteurs politiques de l'opposition et tout. Donc, la question de la réconciliation, en plus, on a eu un ministre de la réconciliation, est-ce à dire qu'il a échoué dans son rôle? Je pense qu'on est passé à une autre étape. Ce qui importe pour les Ivoiriens, c'est vraiment, vraiment de lutter contre la paupérisation, la cherté de la vie et surtout les grands défis géopolitiques qui nous attendent parce qu'on est soumis donc à ces facteurs exogènes que sont la crise russo-ukrainienne et la israélo-palestinienne. Et puis le terrorisme. Votre voisin, Herman Abouam, juste avant Élysée. Moi, sur la question qu'on dise que c'est un peu trop tôt. Je n'ai pas dit qu'il devait faire une conférence de presse déjà pour présenter ses grands chantiers. Mais lorsqu'un Premier ministre, c'est quelqu'un qui est un coordonnateur d'action technique. Donc, pour moi, même s'il est ému, comme toujours, hein, on peut être ému, mais rapidement dire que les Ivoiriens nous attendent sur ces questions-là. Voilà, bon, je pense que peut-être est-ce qu'il n'attend peut-être pas la Constitution Est-ce qu'il n'attend pas peut-être la Constitution du nouveau gouvernement avant d'aller plus loin? Je comprends vos points de vue, hein. C'est vrai, il peut le faire demain, mais moi j'aurais aimé, ça c'est mon avis. Très bien. Bon, en fait, c'est sur quoi je me disais que sûrement que, comme tu as un peu duré aux États-Unis, si tu avais vu le passage, si tu avais vu le passage des autres premiers ministres, le premier jour, personne n'est venu faire l'étalage de tout son plan directeur. Élysée. Ok, d'accord. Moi, j'ai écouté attentivement les uns et les autres sur la question de lutte contre la paupérisation, les différents défis. Est-ce que c'était le moment d'annoncer les grands chantiers, Élysée? Non, je pense qu'il aura une tribune pour le faire. C'est comme d'habitude. Moi, je veux juste, en parlant de la question de la cohésion, en le disant, ce n'est pas que j'occultais tous ces chantiers qui sont importants. Mais pour moi, il n'y a aucun Premier ministre qui viendra en Côte d'Ivoire et puis ne saura pas que c'est des défis. Ça, c'est des défis majeurs. Pour ceux qui ont suivi le parcours des différents Premiers ministres, vous savez que c'est des chantiers auxquels ils sont attaqués. On peut prendre le Premier ministre Amadou Gon, on a vu les chantiers immenses sur lesquels il est allé. Déjà, mais quand le président Ouattara a pris le pouvoir, on a eu le PPU qui a été mis en place, le programme d'urgence. On a vu un certain nombre d'actions qui ont été menées pour permettre quand même d'avoir un certain minimum. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on peut dire qu'on a le minimum, on a la base. Mais l'une des choses qui continuait d'être un talon d'Achille pour nous, c'était quoi? C'est la question de la cohésion sociale. Parce que sur plusieurs endroits, les gens continuent encore de ruminer quelque part des ressentis. Comment faire pour les amener à passer de ces ressentis-là à une situation plus stable? C'est dessus qu'on est. Et ça, c'est un chantier qui demeure et qu'on doit continuer. C'est tout progressif. Ce n'est pas quelque chose qui doit finir dans le temps. Très bien, Élysée. Oui, c'est juste ce que dit Élysée, mais en même temps, le gouvernement n'a pas vocation à être dans le cœur de chaque Ivoirien. Je veux dire, des actions importantes ont été menées. Il y a un ministère de la Réconciliation. Ce qui peut être engagé est engagé. Maintenant, les différents politiques, ça ne veut pas dire qu'il y a une désunion des Ivoiriens. Les hommes politiques concourent à arriver au pouvoir et les principales disputes qu'on a dans ce pays proviennent de ces ambitions-là. Mais ce n'est pas le fait de la population. Très bien. Mais vraiment, écoutez, le sujet est ouvert. Le gouvernement va arriver. On aura encore beaucoup de choses à dire sur tout ça. Une chose est sûre, c'était donc pour vous, les Ivoiriens, l'occasion, là, à l'instant, de réagir sur la nomination de ce nouveau Premier ministre. Il y a d'autres sujets qui arrivent sur la table de cette émission. C'est bien sûr la question donc de la succession du président Henri Konan Bédié. Nous souhaitons quand même que vous en parliez un tout petit peu. Oui, tout à fait, parce que le Parti démocratique de Côte d'Ivoire a annoncé le samedi 14 à Abidjan un congrès extraordinaire le 16 décembre. L'objectif, évidemment, vous le savez tous, c'est d'élire un nouveau président. Voilà, après le décès du président Henri Konan Bédié le 1er août dernier. Premièrement, nous avons eu cette rencontre avec les potentiels candidats, potentiels parce qu'on n'a pas encore la liste définitive, c'est juste des supputations. Votre regard sur la question d'Aouda? Bon, je pense que la semaine dernière, on a eu à mener ce même débat ici sur la question de l'élection du nouveau président du PDCI. On a eu le débat ici. Certains disaient qu'il faut attendre
l'enterrement de feu le président Bédié avant de passer à ça. Mais je pense que cette rencontre du bureau politique du PDCI démontre par A plus B que les statuts et règlements du PDCI sont au-dessus des juges aux coutumes du pays à Caen. Ce n'est pas faire une injure à quelqu'un, mais aujourd'hui, de façon claire, le PDCI est en train de démontrer qu'ils sont en train de se préparer pour la reconquête du pouvoir d'État qu'ils ont perdu depuis les années 80-99, depuis le coup d'État que le feu Henri Konan Bédié a subi. Donc aujourd'hui, sincèrement, j'avoue que je suis assez heureux qu'ils se préparent pour aller au combat. Très bien. Voilà. Oui, vous êtes prêt à parler? Le thème qui est prévu, hein, PDCI-RDA, résilience, cohésion et défis pour 2025. Donc, ils ont véritablement des défis. Mais quels sont ceux, je veux m'intéresser aux probables candidats, mais surtout, comment est-ce qui peut se présenter comme candidat? Très bien, parlons-en. Les critères, c'est l'article 39 de leur test qui le dit. Le candidat à la présidence du PDCI-RDA doit être ivoirien, de bonne moralité, quoique dans bonne moralité, on ne sait pas comment juger, on peut mettre tout dedans. Il doit jouir de ses droits civiques et politiques, et âgé de 40 ans au moins. On voit que on veut que la personne soit âgée de 40 ans au moins, ça veut dire qu'il y a une certaine gérontocratie dont on accuse le PDCI qui est toujours là. Être âgé à jour de ses cotisations, avoir été membre du bureau politique pendant au moins 10 ans. Et sur la question, bon, je ne sais pas, hein, pour certains profils qui voient le prétend à la présidence. Ouais, comme Thiam, par exemple, je ne sais pas s'il respecte forcément, je ne parle pas de son statut, son envie d'être candidat à la présidentielle, je ne vais pas dire même pour la gestion du PDCI. Pour diriger le PDCI. Est-ce qu'il a fait les 10 ans au bureau politique. Mais comme toujours, on sait que dans ce parti-là, on fait souvent des arrangements, s'acquitter d'une contribution au financement du Congrès dont le montant est fixé par le bureau politique. Très bien. Alors, Alain, Herman, dans son analyse, disait dans ce parti, on fait souvent des arrangements. Est-ce que vous pensez que ces textes-là seront suivis vraiment à la lettre ou, allant sur les propos d'Herman, on pourra s'arranger? D'abord, oui, je vais répondre à votre question, mais je voulais déjà souligner que cette rencontre qui vient de s'écouler est pour moi le signe d'une renaissance du PDCI. Parce qu'on eût pu penser, après le décès du président Bédié, que le parti allait être livré. Le président Coupli l'a dit, il pensait que son parti était mort. À une guerre de succession, et puis bon, les choses allaient mal tourner. Or là, c'est une bonne nouvelle, pas seulement pour le PDCI, mais pour la démocratie en Côte d'Ivoire, qui a besoin d'un parti d'opposition assez structuré et assez fort, quand on voit aussi, comment dire, la défaite récente du PPACI de l'ancien président Laurent Gbagbo. Bien sûr, les critères. Et donc, sur les critères, mais ce sont les critères propres à toute organisation. Maintenant, compte tenu des ambitions du PDCI, il n'est pas impossible que des arrangements soient opérés pour permettre à l'ensemble des militants qu'ils désirent de se porter candidat à la candidature donc pour la présidence du parti. Et puis, forcément, je pense qu'il y a une différence. Hein. Il y a se porter candidat pour la présidence du parti et avoir des velléités de candidature pour les présidentielles de 2025. Oui, on a ce mot cohésion qui a fait partie donc, du thème, mais également résilience, parce que c'est un parti quand même qui est le plus ancien parti politique de Côte d'Ivoire. Mais au-delà de ça, il y a la jeunesse, il y a ce renouveau. Et il y a forcément des visages... La jeunesse du PDCI ou... Quand je dis jeunesse relative, le renouveau. C'est pour ça que je parle de renouveau, sinon jeunesse. Écoute, c'est ça à se poser. Il y a beaucoup de jeunes. On est jeunes jusqu'à 77 ans. Oui, bien sûr, jusqu'à 77 ans, c'est dans la tête. La taquine. Et donc, il y a forcément des candidatures qui se sont dessinées dès le départ, avant le départ malheureux du président Henri Konan Bédié. Je parle de Billon, bien sûr, qui n'a jamais caché sa volonté de se présenter aux élections. Il y a également Guy Kawé, également, qui est toujours là, qui est toujours présent. On a évoqué également le nom de Bombay. Mais aussi, pourquoi pas, Yassé. On a vu la bataille entre lui et Yasmina Ouyen. Il pourrait être candidat. Tout est possible. Il pourrait être candidat et pour la présidence du parti, pourquoi pas. Je pense qu'il a tous les éléments pour y remplir les critères. Mais il y a l'ancien aussi du plateau. Comment il s'appelle Akossi Benjo également, qui fait partie également de cette brochette de candidature pour la présidence. Donc on attend de voir. Très bien. Daouda, toujours le point de la Renaissance. Non, il a parlé tout à l'heure. Élysée, le point de la Renaissance aussi, et puis l'analyse sur les différents candidats. Oui, moi je pense que déjà le PDCA a félicité, hein, comme l'a dit Alain, de pouvoir déjà rebondir
après cette difficile épreuve que le parti a subie. C'est vrai que toute la nation a subi, mais le parti de façon particulière. Et il y a de quoi déjà féliciter le FDCI. Mais de toute façon, hein, moi je pense que ça aurait été le contraire. Quand même pour un parti septuagénaire, je crois que quand même ils avaient des fondamentaux aussi solides. Et puis quand on a encore en mémoire l'épreuve de la disparition du père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, on se dit quand même que le PDC a des ressorts pour pouvoir rebondir. Maintenant, sur la question de la présidence du PDCI, des potentiels présidents du PDCI, déjà, une chose est importante de noter, hein, être président du parti ne fait pas de toi forcément le candidat du parti. Ça, voilà, ça aussi, c'est deux choses différentes. On peut donc être président et ne pas forcément être le candidat du parti. Mais quand je prends les critères qui ont été édictés, moi, quand je regarde dans l'ensemble des potentiels candidats qu'on voit ici, ça et là, la personne qui, pour moi, peut-être a un petit souci, c'est peut-être le ministre Thiam. Surtout sur la question d'avoir été membre du bureau politique pendant 10 ans. Parce que je sais que la dernière fois où son nom figurait sur la liste, c'était un bureau politique qui avait été remanié il n'y a pas très longtemps, avant que Bédié ne décède, où son nom était apparu. Donc je ne sais pas trop s'il remplit cette condition. Mais ceci dit, cela ne fera pas de lui. Est-ce que vous croyez à l'arrangement, comme certains l'ont dit? Est-ce que vous pensez que pour la cohésion, on pourrait essayer de manier un peu les textes? Mais je pense que le Congrès est souverain. Hein. Donc si le Congrès décide qu'en dépit du test, on veut lui laisser la place, bon, le Congrès est souverain, nous on ne pourra pas dire autrement. Maintenant là, ce qui serait juste et logique de faire, ça serait déjà d'amender les tests, c'est-à-dire les critères d'éligibilité, et puis maintenant aller aux élections. En fonction de ce qu'on veut peut-être. Voilà. Oui, très bien. En fait, ce sur quoi moi ici, je voulais partir rapidement, parce qu'on est en train de partir, on parle de Thiam, mais je pense que vous avez dit tout à l'heure, il y a une différence entre président du parti et candidat. Donc techniquement, quand j'analyse, je me dis des jeunes comme le ministre Diam Thiam, Jean-Louis Billon, que ce soit Thierry Tano ou même Yassé, je ne pense pas. Je me dis qu'ils n'iront pas pour la présidence du parti parce que ils vont laisser ça au doyen parce que parti à l'élection du président, si tu y perds, tu te dis peut-être psychologiquement que tu peux perdre au niveau de la candidature à la présidence. On va se diriger allègrement vers notre pause JT, mais avant, un court moment pour que nous parlions rapidement de la sortie de nos éléphants, un peu de sport pour adoucir tout ça. Pourquoi pas? Donc, vous allez nous dire un peu. La calme, ça va. C'est un sourire pour dire que c'est vrai que ce sont des férus on va dire de débat politique, mais parfois, il faut qu'ils s'intéressent un peu au sport. Je pense que, voilà. Alors, en général, on regarde toujours du côté de Élysée. Le premier féru de sport de ce plateau. Élysée, déjà, leur prestation, comment est-ce que vous l'avez trouvé? Je voudrais peut-être emprunter les mots de RFI, du confrère de RFI, qui disait que la Côte d'Ivoire a mis en déroute le Maroc. Le demi-finaliste de la Coupe du Monde, il explique justement pourquoi il parle de déroute, parce que quand même le Maroc, c'est la première nation africaine au niveau de la FIFA, 13e au niveau mondial, donc une grosse performance. Et peu d'Ivoiriens vraiment s'attendaient à une telle prestation. Franchement, la prestation des éléphants le samedi passé était une prestation double XL. Mais comme on le dit toujours, notre seul péché... Mais on prend quand même un but... C'est ce que je dis. Voilà. Ça, c'est vraiment ça, ce péché. Je ne sais pas s'il faut que pour ça, on a une délivrance. Parce que vraiment, cette déconcentration des dernières minutes qui toujours... C'est quand même fort de dire la délivrance. C'est ce qui a été peut-être la fausse note. Mais sinon, la prestation en elle-même, elle a été vraiment une belle prestation. Moi, je pense qu'il parle toujours de délivrance, c'est ça? Parce qu'on l'a dit ici sur ce plateau, lors des différentes fenêtres, on ne finalise pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir de très belles actions de jeu avec des aboutissements, donc des buts sur la fin, c'est ça? En première mi-temps, mais ensuite on ne termine pas en beauté. Donc il y a cette cohésion. Mais j'ai quand même senti cette cohésion pendant ce match. C'est vrai qu'on a parlé de Haller qui ne recevait pas beaucoup de balles, mais il nous a apporté quand même un but. Mais j'ai quand même senti cette cohésion et on l'a vu lors du discours dans les vestiaires. Dites qu'une équipe est en train de naître. Oui, je sens qu'une équipe est en train de naître, avec toutes les critiques qu'il y a eu. Une équipe en train de naître et ils se rendent compte des enjeux qui les attendent. Un mot rapide. Là, vous n'êtes pas les spécialistes vraiment de partage nos émotions. Herman, s'il vous plaît, on va vous poser la question, vous n'en faites pas. Mais il serait bon quand même qu'on parle très rapidement parce qu'avant cette rencontre, il y avait des plaintes sur les conditions de vente et d'achat des tickets. Est-ce qu'on peut en dire un mot et comment vous avez senti ça et surtout la question de la sécurité, comment ça a été géré? On a parlé de beaucoup d'embouteillages, tout ça. Est-ce que vous pouvez réagir rapidement sur les à côté du match? Un des points forts, c'est qu'on sent que les Ivoiriens veulent aller au stade. Très bien. Donc, et ça, la dernière fois, pour le cas des Bimpe, on a vu cette mobilisation. Mais les mêmes plaintes étaient là. Il y a que beaucoup de personnes qui avaient leur ticket, souvent étaient dehors. Et puis cette fois-ci, on parle de trafic de marché noir pour les billets. Moi, je pense que, comme la FIF a dit qu'elle a diligenté une enquête,
cette fois-ci, on doit savoir. Parce qu'on est en train d'organiser, réussir. On a fait une belle cérémonie pour le tirage au sort. On est en train de visiblement aller pour une belle canne. Il faut que ces choses-là, aujourd'hui, on doit aller penser à une billetterie, acheter d'avance, de façon digitale, en ligne et autres. Pourquoi on ne parvient pas à cela pour que la fête soit totalement belle? Alors? Oui, bon, je pense qu'il faut très rapidement régler ce problème, surtout pour les supporters qui viendraient des pays étrangers. Il ne faut pas arriver avec ce trafic à ciel ouvert là, organisé par des mains obscures. Et je pense que très rapidement, la FIF, et le COCAN et la CAF doivent mettre en place une plateforme qui permet à chaque supporter, à chaque fan de football, de pouvoir acheter les billets. Alors, très rapidement, Daouda. Parlons un peu dans le détail un peu de ce qui se passe. Non, moi, je vais plutôt m'attarder sur la sécurité. Ouais, parce que très rapidement, vous terminez là-dessus. Parce que la sécurité, au niveau, quand on regarde samedi, déjà à partir de 8 h du matin, toutes les voies étaient pratiquement fermées. Donc, même ceux qui allaient au stade étaient embouteillés. Même nous qui n'allons même pas au stade, que le foot n'intéresse pas vraiment, on a dû subir les déshydratats de cette fermeture-là. Donc, je veux dire, il y a des gens qui travaillent au plateau, il y a des gens qui habitent à côté des stades. Je veux dire, pour la sécurité, il faut qu'on pense réellement à toutes ces personnes-là. Voilà. Élisée, rapidement, est-ce que pour ce genre de cérémonie, il ne faut pas souffrir un peu de ces désagréments, Élisée? Oui, peut-être qu'il faut souffrir un peu, mais en même temps aussi, pour ceux qui organisent, il faut entendre aussi la plainte des concitoyens pour voir comment est-ce qu'on peut trouver le juste milieu qui puisse arranger les riverains et aussi les populations. C'est important. C'est pas tout le monde qui est féru de foot. Et donc, il faut mettre en place rapidement des bus rapides qui vont faire des navettes pour les différents Très bien, en tout cas. Merci pour sa voiture à la maison. Voilà. Quelle idée d'aller au stade avec sa voiture. On ne va pas quitter Djorobité pour aller à pied, pour aller au stade. Il y a des bus, enfin, il y a les solutions. Il faut garer à Cocody-Saint-Jean et puis on emprunte. Deux choses qu'on peut dire, c'est ce que vous êtes en train de dire. Il faut penser à des solutions alternatives. Partout dans les grands pays de foot, on utilise le bus, on crée des situations pour que les uns et les autres, on exploite la lagune, etc. Et puis, il ne faut pas oublier, ce ne serait pas une tare propre à la Côte d'Ivoire, les billets qu'on vend de façon parallèle, c'est le marché noir des billets. Je ne dis pas que c'est une bonne chose. Je ne veux pas ouvrir le débat, mais je pense que c'est une question qui transcende vraiment le seul statut de la Côte d'Ivoire. Ça se fait. Il y a un marché noir pour tous les matchs, en général, même pour les concerts. Pour les concerts surtout. Ouais. Mais ici, dans ce cas, on ne parle pas juste d'un concert de Kérosène ou d'un artiste. On parle de la CAN où d'autres pays seront présents et ils vont tester notre dispositif. On aura le temps d'en parler. Notre image, notre réputation vont en dépendre. Ce sera sans doute un grand sujet qu'on va remettre sur la table. Vous savez, on dit ça tout le temps. Et j'espère que ça va revenir vraiment sur la table.